C'est parti pour le café politique. Il me fait plaisir en cette campagne électorale de joindre les collègues du café politique comme on le fait tous les vendredis avec Jacques Poitras, mon collègue de CBC à Fredericton. Bonjour Jacques. Bonjour. Et l'éditorialiste de l'Acadie Nouvelle, François Gravel, conjoint à Caraquette. Bonjour François. 10 jours, Martine. 10 jours. 10 jours avant le jour du scrutin. C'est pas long, 10 jours, surtout dans une lutte aussi serrée là, pour se démarquer. Et avec une longue fin de semaine en plus, les chefs de parti ont du travail devant eux, s'il y en a un des trois principaux en particulier qui veut réussir la percée tant attendue. On verra ce que les 10 prochains jours vont nous proposer dans cette campagne. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on est vraiment dans un mode café électoral ensemble, messieurs. Puis on va commencer avec ce qu'a eu à dire la chef du Parti libéral, Susan Holt, lorsqu'elle a été appelée à revenir sur une déclaration qu'elle a faite dans un podcast, dans un balado, lorsqu'elle comparait les électeurs de Fredericton et ceux de la circonscription de Bathurst, où elle a été d'abord députée. Je vais commencer avec vous, Jacques Poitras, parce que c'est revenu la hanter dans la campagne électorale. Puis ce qu'on entend, c'est que la candidate progressiste conservatrice, Kim Chamberlain, elle en parle beaucoup de ça dans son porte-à-porte. Absolument. Et c'est moi qui ai posé la question à Susan Holt cette semaine pour qu'elle clarifie ce qu'elle voulait dire. Parce qu'un chef qui veut être premier ministre du Nouveau-Brunswick doit être examiné et on doit explorer ses attitudes et ses paroles. Susan Holt a dit dans ce podcast que les gens de Fredericton South Silverwood, où elle se présente maintenant, étaient progressifs et très éduqués, et que le monde dans la circonscription de Bathurst-Est, Nipisiguit, Saint-Isidore était totalement différent. Alors, quand Mme Holt a expliqué cette semaine, elle a dit qu'elle parlait de la diversité de son ancienne circonscription, diversité linguistique, économique, secteur de travail et aussi éducation. Elle dit qu'elle parlait pas d'une population qui est moins éduquée, mais différemment éduquée. C'était plutôt presque une analyse sociologique au lieu d'une explication et c'était certainement pas des excuses. Non. Le deuxième jour, elle a dit qu'elle sentait mal, que ses commentaires étaient mal interprétés, mais encore, elle s'excusait pas. Alors, c'est difficile à savoir quel impact que ça va avoir. Les PC l'utilisent absolument, Mme Chamberlain, mais aussi il y a des annonces, des vidéos sur les médias sociaux du parti PC avec la mairesse de Bathurst qui mentionne ce commentaire. On sentait avant cette semaine que les libéraux avaient un peu de momentum et ça reste à voir si ce commentaire et des autres facteurs vont le changer. François Gravel, Susan Holt, qui regrette que ses propos aient pu être perçus comme insultants. Est-ce que ça pénètre vraiment dans l'électorat, cet argumentaire des progressistes conservateurs, à votre avis? C'est une bonne question parce que faut comprendre aussi que la candidate conservatrice dans Bathurst, Kim Chamberlain, elle n'affronte pas Susan Holt dans cette élection. Elle affronte le député libéral sortant, René Legacy. Alors, est-ce que c'est son argumentaire contre Mme Holt va réussir à lui permettre de gagner des points? Peut-être, possiblement, on va avoir la réponse bientôt, mais on ne le sait pas pour le moment. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'en janvier, lorsqu'elle a fait ces commentaires-là, dans ce fameux balado, Mme Holt, c'était maladroit. Je ne crois pas qu'elle considère les gens d'aucune région de la province comme étant non éduqués, mais je comprends que certaines personnes aient pu l'interpréter ainsi. C'est un terrain glissant, elle en paye le prix aujourd'hui. Ses explications à Jacques n'étaient pas les plus fortes non plus, les gens qui sont éduqués différemment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'adversaire de Mme Chamberlain, j'ai dit, c'est le député Legacy, mais elle est mieux d'être prudente quand même, Mme Chamberlain, en déterrant des vieilles déclarations, parce que, bon, son chef aussi en a fait quelques-unes. C'est lui qui avait dit que dans les régions du Nord francophone, les électeurs voteraient pour un abat-jour. Et Bathurst,
C'est une de ces régions-là. Il n'y a jamais un seul député, il n'y a jamais un seul progressiste conservateur qui a été élu député à Bathurst même. C'est jamais arrivé. Donc, c'est un secteur qui aurait été visé par Blaine Higgs comme étant voté pour les abat-jours, si les rouges, c'est ce qui va survenir. Et surtout, on va voir l'impact que ça aura. Oui, mais Mme Chamberlain avait l'occasion, hier, avec la visite de Blaine Higgs, de vanter ses efforts et ceux de son chef pour enfin nettoyer les ruines de la Smurfit Stone. Mais ce dont on parle aujourd'hui au Café politique et un peu partout ailleurs, ce n'est pas de ça. C'est de son attaque contre Mme Hall. Et je pense que c'était contre-productif jusqu'à un certain point là, pour sa campagne. Voilà pour ça. On passe au prochain sujet. C'était au tour du Parti vert de présenter sa plateforme. 147 promesses avec un coût sur 4 ans estimé entre 3 et 4 milliards de dollars. Un déficit pour régler la crise dans les soins de santé? Certainement. Qu'avez-vous pensé de la présentation des Verts? François Gravel, d'abord. D'abord, c'est important de s'intéresser au programme électoral du Parti vert. Pourquoi? Parce qu'il existe une possibilité que ce parti-là détienne la balance du pouvoir le soir du 21 octobre. Et si c'est le cas, le chef David Coon a déjà dit qu'il n'appuiera pas Blaine Higgs, mais on ne sait pas encore ce qu'il va exiger pour appuyer le Parti libéral dans un hypothétique gouvernement qui serait dirigé par Susan Holt. Le gros morceau du programme électoral, lui, il était connu depuis longtemps, l'engagement générationnel en santé. Surtout, il y a ce point-là qui distingue les autres partis. Vous avez fait référence, Martine. Le Parti vert est le seul des 3 principaux partis qui est ouvert à un déficit budgétaire, même si il n'annulera pas ses promesses, en particulier celles en santé, si ça doit avoir comme impact de perdre l'équilibre. Par contre, ce que j'aime moins, je vous dirais, de ce programme électoral du Parti vert, c'est que le chef David Coon commet l'erreur de tout promettre à tout le monde. On parle de dépenses supplémentaires, dépendamment des évaluations, qui peuvent atteindre jusqu'à 4 milliards de dollars sur 4 ans, beaucoup plus que le total des promesses libérales et conservatrices réunies. On parle d'un peu moins de 150 promesses, et ça inclut un peu de tout, un pont à Shippagan, le revenu minimum garanti. Le problème, c'est que ça envoie aux électeurs le message suivant. Les Verts peuvent bien promettre tout ce qu'ils veulent à tout le monde. De toute façon, ils ne formeront pas le prochain gouvernement. C'est pas le message que David Coon souhaite propager. Et c'est un petit peu ça qu'il fait, dans le fond, en promettant autant de choses à un coût si élevé. Est-ce que vous voyez les choses du même œil, Jacques Poitras? Je suis d'accord avec François. Il n'y a pas vraiment un focus dans cette plateforme-là. J'ai trouvé la mention d'un déficit pour régler la crise en santé très intéressant parce qu'il y a 2 semaines, je pense, il y avait un sondage de Brunswick News qui trouvait que 55% des répondants ont dit que oui, ils étaient en faveur d'un déficit si c'était nécessaire pour régler la crise en santé, comparé à seulement 23% qui ont dit non, il faut absolument qu'un gouvernement garde un budget balancé malgré l'impact sur les soins de santé. Alors, ça me fait penser un peu du manœuvre de Justin Trudeau en 2015 dans l'élection fédérale, quand Thomas Mulcair, chef du NPD, voulait sembler plus modéré et disait et plus responsable. Il disait je vais pas avoir de déficit si je suis premier ministre. Justin Trudeau a senti que le sentiment du public voulait autre chose. Alors il est allé à la gauche de Thomas Mulcair et évidemment a gagné les élections. Je ne pense pas que David Coon peut gagner pouvoir seul comme chef du Parti vert, mais je pense que ça démontre qu'il y a un sentiment dans le public qu'il détecte et qu'il veut, disons, accommoder. Merci beaucoup. On passe au 3e et dernier sujet. Dans l'argot politique du Canada, le mot « poteau » désigne un candidat à une élection qui est dûment inscrit, mais qui est perçu comme n'ayant aucune chance de victoire ou de succès important, qui ne fait donc pas ou que très peu d'activités de campagne. Des candidats poteaux. Il a consacré un reportage à Ici Acadie qui vous a intéressé. Je commencerai avec vous, Jacques Poitras. Bien, c'est très normal d'avoir des candidats poteaux. Chaque élection, on les voit. Les partis politiques majeurs, pour eux, c'est une question de fierté. Hein. Ils veulent gouverner la province et ils ne veulent pas sembler qu'il ne peut pas trouver un candidat dans certaines régions ou certaines circonscriptions. Alors, c'est très important d'avoir 49 sur 49. Il y a aussi une incentive financière pour les partis parce que les partis reçoivent des subventions basées sur leur vote populaire dans l'élection. Et si on ne présente pas des candidats partout, on va recevoir moins d'argent.
Maintenant, l'autre chose à souvenir, c'est parfois il y a une vague électorale inattendue dans des campagnes et des candidats poteaux peuvent être élus. Je pense à Bernard Lord en 99, où il y avait plusieurs candidats PC au début qui attendaient pas gagner, ou Jack Layton avec l'NPD au Québec en 2011. Ruth-Hélène Brosseau. Oui, exactement, oui. Le fameux Ruth-Hélène Brosseau. Alors, pour les partisans des partis, des militants qui sont recrutés comme candidats poteaux, je pense qu'il ne faut jamais dire non à la chance parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver pendant une campagne. On ne sait pas, François Gravel, si un des candidats sera à Vegas le soir du dévoilement des résultats comme l'était Ruth-Hélène Brosseau. Mais qu'avez-vous à dire là-dessus, François? C'est une drôle de coïncidence, en fait, que Radio-Canada Acadie a fait ce reportage-là sur les candidats poteaux, parce que la veille de la diffusion, je roulais dans mon auto à Caraquette et je suis passé devant une pancarte du candidat conservateur Jean-Paul Lantaigne et je me posais cette question-là, j'essayais de déterminer dans ma tête en roulant, je disais, est-ce que c'est un candidat poteau, oui ou non? M. Lantaigne est résident de la circonscription, c'est un ancien président de l'Association locale progressiste conservatrice. Et aussi, il ne fait pas vraiment campagne. Il dépanne son parti, qui n'aurait pas eu de candidat, sinon dans la circonscription. Et M. Lantaigne a déjà été candidat conservateur aussi aux élections fédérales de 2021 pour les mêmes raisons, dans le fond, pour dépanner le parti. Un candidat poteau, c'est pas nécessairement la même chose qu'un candidat parachuté. Hein. Il y a des candidats qui vivent dans une région, dans une province, et dont le nom est sur le bulletin de vote dans une circonscription à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence, qu'ils ne connaissent pas, qui acceptent simplement que leur nom soit là sur le bulletin de vote, mais qu'ils ne font pas campagne là-bas. Alors que le candidat poteau, lui, quand même, il réside dans la circonscription, mais ne fait pas vraiment campagne, n'essaye pas vraiment de gagner non plus. Il y en a plus qu'on pense, y compris dans les partis traditionnels. On les retrouve surtout dans les tiers partis, oui, mais pas uniquement chez eux. Ils jouent un rôle mineur, mais un rôle qui existe dans le système parlementaire, électoral, pardon. Ils font partie là, du système et ils vont obtenir leur part de vote le 21 octobre, ces candidats-là. Pas autant que les candidats traditionnels, mais ils n'obtiendront pas 0 vote non plus. Mm-hmm. Alors, ils jouent un petit rôle dans la campagne, ils en font partie, ils sont là pour rester. En tout cas, c'est un défi. Il faut juste ajouter rapidement aussi que Ruth-Hélène Brosseau du NPD, candidate poteau de 2011, était aperçue comme un des meilleurs députés néo-démocrates au Québec après sa victoire. Elle a fait 8 ans, une carrière elle politique. était réélue. Alors, on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il y a des candidats poteaux auto-désignés à l'écoute. Peut-être qu'ils réfléchissent à ce que vous venez de rappeler dans l'histoire politique canadienne. On passe au dernier segment du Café politique. Bien sûr, c'est le moment où vous offrez vos cafés destinés à des acteurs de l'actualité ou des événements qui méritent d'être mentionnés à notre Café politique, qui n'ont pas fait l'objet d'un segment de ce moment de radio. Alors, je vais commencer avec vous, Jacques. Quels cafés vont à qui cette semaine? Café Corsé pour Susan Holt, chef libéral, dans une tasse recyclable. Madame Holt recycle sa promesse des cliniques de soins primaires dans la province. Elle commence maintenant à distribuer ces cliniques parmi certaines circonscriptions. C'est intéressant à voir que c'est des circonscriptions où on ne pense pas que les libéraux ont beaucoup de chance. À Quispamsis, à Woodstock, à Blackville. Elle dit que c'est ces candidats libéraux dans ces circonscriptions-là qui ont fait le travail pour organiser et le convaincre qu'une clinique est possible dans ces communautés-là. Je ne sais pas si ça veut dire que ces cliniques vont arriver si Susan Holt gagne, mais ces candidats ne sont pas élus, mais c'est intéressant comme stratégie. J'ai aussi un café corsé pour David Coon. On a aperçu, c'est notre collègue Alex Villeneuve qui l'a aperçu cette semaine, que David Coon commence à dire que Blaine Higgs a déjà perdu les élections, qu'il ne peut pas gagner. Et Alex a noté que c'est possible que David Coon réalise que s'il convainc les électeurs que les PC ne peuvent pas gagner, ça donne la liberté aux certains électeurs de voter vert au lieu de libéral, qu'un vote libéral est plus absolument nécessaire pour débarrasser de Blaine Higgs et ils sont libres à voter vert. Alors, peut-être on voit le début d'une stratégie pour la fin de la campagne pour M. Coon. Quand il reste 10 jours, là, il y a peut-être des stratégies qui vont sortir de différentes équipes des partis en course. De votre côté, François Gravel, les cafés cette semaine?
Oui, stratégie à surveiller, effectivement. La dernière semaine, hein, c'est le moment de voir où les chefs vont aller passer du temps pendant la campagne, hein. Ils vont aller dans les circonscriptions qu'ils pensent pouvoir remporter ou qu'ils doivent absolument empêcher, qu'ils doivent absolument ne pas perdre. Et ça peut donner une bonne idée dans quelle direction le vent tourne en suivant leur horaire. Donc, les cafés, oui. Café corsé d'abord aux autres partis politiques dont on parle moins ou pas du tout. Le parti de la responsabilité individuelle, le parti consensus, le parti de la justice sociale, mais aussi le nouveau Parti démocratique. Martine, la chute de ce parti est extraordinaire et sans fin. Il était déjà moribond il y a 4 ans, mais là, il est en train de tomber littéralement dans l'oubli. Il ne compte que 23 candidats. Le NPD a dévoilé son programme électoral le même jour que celui du Parti vert, hein, mardi, dans l'indifférence générale. Le chef, pour ceux que ça intéresse, s'appelle Alex White. Il promet dans sa plateforme des budgets équilibrés sur 4 ans, un rabais de 200 sur les factures d'électricité et de plafonner les hausses de loyer. Je ne sais pas, Martine, qui va former le prochain gouvernement, mais je vous confirme que le NPD ne va rien pouvoir accomplir du tout de ce qu'il a promis cette semaine. Il ne fera pas élire de députés, il ne fera certainement pas le gouvernement, ni même de balance du pouvoir. Et j'ajoute à ça un café chaud, sucré même, au candidat conservateur dans Chandory, Irishtown, Ricky Gautreau. Il a participé à un débat des candidats dans sa circonscription il y a quelques jours à peine. Et à un certain moment, M. Gautreau, qui était policier pendant une trentaine d'années, a chaleureusement félicité le candidat libertarien Adam Hennessy, qui s'est sorti de l'enfer de la drogue pour ensuite devenir un citoyen exemplaire. Et ensuite, M. Gaudreau a quitté son podium pour aller lui dire qu'il est fier de lui. C'était un moment touchant, selon les personnes qui étaient présentes et qui ont assisté à l'événement, en plein milieu d'un débat d'un candidat au moment où il y a personne qui s'attendait à une telle chose. Alors, je tenais à le souligner. Ben, il y a de l'humain. Il y a de l'humain dans les candidats, Qui c'est l'eût cru? sûr. Merci beaucoup, Jacques Poitras. On suit vos reportages à CBC. On continue de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Puis vendredi, ce sera le dernier café avant le jour de l'élection générale dans une semaine. Merci, vous deux. Eh oui. Merci, à la Merci. prochaine. Bonne fin de campagne. C'est l'heure de nos nouvelles.